lorsqu'on parle de la révolution de la modernité, lorsqu'on parle de la modernité, vous pouvez circuler partout dans le monde. Il n'y a aucune modernité sans électrification. Il faut aller dans nos villages, voir nos compatriotes qui vivent dans des villages, qui n'ont pas d'électricité, qui ne voient pas de lumière, à part la lune qui les éclaire. Au niveau de la ville, il y a la dualité entre, à cause de délestage, il y a maintenant la dualité entre les riches, donc entre guillemets, ceux qui ont des groupes électrogènes pour avoir de l'électricité, et ceux qui sont de démunis, qui n'ont rien, à cause de délestage, ils utilisent les bougies, des lampes à tempête, à pétrole. Et c'est ça la modernité. Les gens doivent se rendre compte que 56 ans après l'indépendance de notre pays, on est toujours sur le point mort. Non seulement sur le point mort, mais on a détruit tout ce qu'on nous avait légué. Il est de notre devoir de dénoncer cela pour que demain nous puissions léguer à notre postérité. Ce n'est pas pour nous, mais c'est à notre postérité que nous devons penser. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Dieudonné Bovesse, que vous aimez tant, vice-président du parti unique avec Aloula. Nous sommes avec lui et nous allons développer avec lui. C'est toujours très intéressant d'être avec lui. Dieudonné Bovesse, qui est licencié en sciences politiques et en relations internationales, ULB, Université libre de Belgique, diplômé de 3e cycle en coopération au développement, toujours à ULB, licencié spécial en commerce international à la Haute École commerciale de l'Institut Coremans, conseiller en assurance de l'Académie internationale des conseillers en assurance AICA. Nous sommes avec lui, on va vraiment parler avec lui, et un grand économiste, monsieur Dieudonné Bovesse. On peut encore continuer. Il est aussi ancien fonctionnaire international au Parlement européen dans le département des relations économiques internationales, coordinateur des projets, manager d'entreprise d'économie sociale pendant 15 ans d'un projet initié et subsidié par le gouvernement de Bruxelles capitale. Bonjour monsieur Dieudonné. Bonjour Pasteur Bobo. Un long parcours, beaucoup de postes. Que faites-vous concrètement maintenant? Pour le moment, je me consacre entièrement en ce qui concerne le problème du Congo. J'ai pris une année sabbatique et je me consacre vraiment, globalement, totalement, intégralement dans la situation qui me préoccupe tant. C'est la situation de la République démocratique du Congo. Avec beaucoup de diplômes, un très bon parcours, notre pays, le Congo, souffre d'un problème, on pourrait dire, à part politique, il y a aussi un problème économique. Avez-vous déjà tenté de monter une entreprise au Congo? Avez-vous déjà tenté de travailler au Congo? Vous avez travaillé dans des institutions internationales, c'est très bien, mais pour votre pays, qu'avez-vous déjà fait, M. Dieudonné Bovesse? Après mes études, j'étais rentré au pays, hein, donc c'était en 96, où je travaillais dans une entreprise agro-industrielle, où j'étais coordonnateur des activités au rang de directeur.
Malheureusement, en 1997, l'AFDEL est arrivé. Et l'AFDEL m'a trouvé à Mbandaka principalement, où j'étais parti faire une inspection dans le cadre de mes fonctions. Et vous savez très bien que Mbandaka était tombé avant que Kinshasa ne tombe. Donc nous avons vécu au moins une semaine avant que Kinshasa ne tombe. Et voilà, donc j'étais à Mbandaka. Malheureusement, j'ai de mauvais souvenirs. Parce que quand l'AFDEL est arrivé en Mbandaka, on voyait clairement que c'était une armée d'occupation. Parce que toute personne de l'époque en Mbandaka sait très bien que j'ai été exproprié. Il y a eu des militaires rwandais qui étaient venus dans mon domicile, qui m'avaient pris ma voiture, qui plus tard était devenue la voiture officielle du gouverneur de la province de l'Équateur. C'était des moments pénibles, et puis je m'étais décidé de rentrer ici en Belgique, où j'ai continué à prester dans différents organismes. Merci. Ça, c'est vous, mais maintenant parlons de la République démocratique du Congo, un pays vraiment riche, très riche. On dit, comme aimait de le répéter le maréchal Mobutu, un scandale géologique. On se pose des questions, beaucoup de minéraux, coltan, diamants, cuivre, pétrole, bois, on l'a presque tout au Congo. Mais une petite question, vous comme économiste, l'argent, où va l'argent? L'argent des minéraux, l'argent des coltons, l'argent ne se retrouve même pas dans notre budget national. Ça va où, cet argent? Vous savez, d'abord, j'aimerais rectifier une chose. Je ne suis pas économiste, mais je fais des hautes études commerciales. Donc c'est vraiment, c'est pas la même chose, même s'il y a des jonctions entre les deux. Je voudrais dire que le problème du Congo, qui a des potentialités énormes, mais le peuple, la population subit cette misère, l'extrême misère. C'est un problème qui cadre avec le leadership. Lorsque vous avez un leadership faible, donc un manager qui ne sait pas gérer l'espace, ça pose toujours énormément de problèmes. En ce qui concerne le Congo, depuis l'arrivée de l'AFDEL, nous savons tous qu'il s'agit bien d'une occupation et le mode de gestion est différent de tout un État normal. Vous devez savoir que, surtout à l'est du pays, nous subissons une guerre d'agression transformée en guerre d'occupation à cause de nos minéraux. Et il n'y a pas de traçabilité dans l'approvisionnement de minéraux, des ressources minérales au Congo. Et vous saviez très bien que M. Thabo Mbeki, qui avait conduit une équipe d'experts pour analyser le problème d'approvisionnement des matières premières au Congo, cette étude, la synthèse a été bien claire en la matière pour dire qu'il y a 85% des matières premières de notre pays qui ne passent pas par les circuits normaux. Donc c'est un manque à gagner pour l'État. Et voilà, donc il y a d'autres choses aussi. Par exemple, monsieur le conseiller spécial en matière de la bonne gouvernance, monsieur Luzolo Bambi, il avait bien dit aussi que chaque année, il y a au moins 15 milliards de dollars qui s'évaporent. Hein. Donc,
Voilà la situation que nous avons. Il s'agit bien d'un type de mode de gestion qui pose problème. Voilà la situation globalement de ces pays. Alors, vous savez, depuis la dislocation de la GECAMIN, à l'époque, depuis la dislocation, cette dislocation a ouvert la voie à un pillage systématique des ressources, de nos ressources minérales. Et il y a moyen de remettre les choses au point, c'est-à-dire il y a moyen de revenir dans une économie normale. Mais pour revenir dans une économie normale, nous devons d'abord mettre fin à ces systèmes d'occupation qui nous préoccupent tant. Voilà à peu près la situation globale que nous avons. Bon, il est vrai que nous avons des potentialités énormes. Ça, tout le monde le dit. Mais il est aussi vrai que nous devons gérer cela en bon père de famille. Celui qui est manager, celui qui est au sommet de l'État, doit gérer les choses d'une manière transparente. L'opacité actuelle de la gestion au Congo ne corrobore pas avec une gestion moderne d'un État. Et voilà, on est confronté à cette situation et je conçois très mal que le pays puisse se développer si on continue à être géré par ces systèmes de prédation. Il s'agit bien d'une situation d'économie de prédation. Nous pouvons, vous savez, dernièrement, tout le monde a suivi, il y a eu la vente de la cession de la carrière de Tekefuru, et cette cession, les transactions se sont faites entre une entreprise américaine et une entreprise chinoise. Et le gouvernement congolais n'était même pas au courant. Cela démontre qu'il y a un problème de la bonne gouvernance. Vous touchez le vrai point. Je vais vous redonner la parole. On vend quelque chose, mais le gouvernement congolais n'est pas au courant. Moi, ma question était simple. Cet argent, ça part où? On a vu Panama Papers, mais l'argent là, ça part où? Est-ce qu'il n'y a pas de traçabilité? Il y a évaporation? Tout disparaît? On ne s'est pas retrouvé. Ça, c'est le mode de gestion que nous avons. Et cela me met dans tous mes états quand je vois des gens qui cherchent à protéger, à aménager ce pouvoir pour perdurer encore. Ça met dans tous mes états. Vous savez, pour qu'une entreprise puisse s'installer dans une carrière de mine, il y a ce qu'on appelle des pas de porte. Le droit d'entrée, si on peut dire ainsi. Et cet argent ne se retrouve pas dans la rubrique de la comptabilité nationale. Et les soucis que nous avons dans ces pays, je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur le fait que dans toute organisation, il y a ce qu'on appelle les pièces, la comptabilité. Il faut absolument la comptabilité, asseoir une comptabilité transparente qui est l'instrument même de pilotage des finances publiques dans un État. Le Congo n'a pas une comptabilité claire et l'argent qui vient des minéraux, soit par le pas de porte ou d'autres de redevances, vont dans des comptes qui ne sont pas logés dans la Banque centrale. Vous savez, il y a un principe dans la comptabilité de l'État, ce qu'on appelle le principe de l'unicité des comptes. Donc le trésor public doit être logé dans la banque des banques, c'est-à-dire la Banque centrale.
ce qui n'est pas le cas au Congo. Les comptes uniques est automatisé. Ces comptes sont automatisés. Il y a le gouvernement, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre qui ont ouvert des comptes parallèles au niveau des banques privées. Et ces comptes-là ne sont pas contrôlés. Donc ils gèrent ça en intimité. C'est comme si ces ressources-là, ces richesses appartenaient à une personne ou à deux personnes. Et il y a de quoi que nous soyons étonnés. Ne soyez pas étonnés de voir, d'entendre dans les déclarations de M. Matata Ponyo qu'il y a une répartition, soi-disant, de compétences au niveau de l'exécutif entre le président de la République et lui. Donc le domaine minier relève, comme il a dit, relève des prérogatives du chef de l'État. Donc il laisse au chef de l'État, usurpateur, le leadership en la matière. Et ça, ce n'est pas normal. On n'est pas dans un système de l'exécutif diarchique. Il n'y a pas une cohabitation entre le chef de l'État et le Premier ministre. Ce sont les deux principaux membres acteurs qui viennent effectivement de la même majorité. Donc pour vous, il y a complicité entre la présidence de la République et la primature. Donc le président est en connivence avec le Premier ministre pour spolier ou détourner des fonds, des minéraux pour le pays. Mais c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Parce que vous allez, c'est-à-dire en étudiant bien le secteur économico-financier congolais, vous allez constater qu'au niveau du secteur bancaire, il n'y a que des étrangers qui gèrent ces secteurs-là. Cela veut dire que c'est tout simplement ces cloisonnements nous explique tout simplement c'est une façon de garder secret avec les étrangers de ce qui se passe dans les différentes banques commerciales. Et c'est d'abord une entorse à la loi financière et des règlements, des textes légaux concernant la comptabilité d'un État, de vouloir ouvrir des comptes bancaires de l'État dans des banques privées. C'est déjà une entorse. Et ensuite, le problème, c'est le fait qu'en ouvrant ces comptes parallèles, il y a le Premier ministre, le ministre des Finances a légué ses prérogatives à certains conseillers à la présidence pour, comment dirais-je, comme des gens habilités à retirer ou à opérer, à faire des opérations dans ces comptes bancaires. Ça, c'est ce qui est grave. Et aujourd'hui, si le Premier ministre dit qu'il laisse le leadership au chef de l'État, ça démontre les désordres qui règnent dans ces pays. Monsieur Bovessé, on va y revenir. Vous dites que M. Kabila ou Matata Ponyo est en connivence avec Kabila parce qu'il s'agit de l'un est président, l'autre est Premier ministre. Mais aujourd'hui, chez un certain presse, on cite Matata Ponyo comme étant, il est là où la presse internationale, de plus en plus, on cite Matata Ponyo, ou la presse locale aussi, la presse du pouvoir, on cite Matata Ponyo comme étant un élève modèle avec des taux de croissance, il dépasse même l'époque où King Wadondo était Premier ministre. On dit avec Matata Ponyo, leur révolution de la modernité, ça avance vite parce qu'ils gèrent bien l'argent. On voit ils ont fait des routes, selon eux, des routes. Il y a des travaux. Ils projettent même des programmes d'ici 2030. Ce n'est pas paradoxal. Un voleur, d'un côté, il vole avec Kabila, de l'autre côté, on dit, entre guillemets, il fait avancer les choses.
Vous savez, Matata Mpogno, pour moi, c'est un affabulateur. Un affabulateur, il fait miroiter les gens avec son sérieux, parce que en apparence, on voit qu'il est sérieux. Hein. Il fait miroiter la population qu'il gère bien les Congos. La preuve en est que ce n'est pas le cas avec ce problème de la transaction, de la cession de Teke Fungumurum entre les entreprises américaines et chinoises. Ça démontre que ce n'est pas le cas. Alors, quand on parle de taux de croissance élevés, nous avons vécu aussi le taux de croissance élevé à l'époque de Mobutu, entre 1968 et 1974. Mais à la seule différence, c'est que la croissance, le taux de croissance élevé aujourd'hui n'a aucun impact sur le plan social. Il n'y a aucune corrélation entre les performances macroéconomiques, les niveaux de la croissance et les niveaux de la population. Il n'y a aucune corrélation. Et je peux tout simplement dire que lorsque Matata Mponyo nous dit qu'il a déversé 4 milliards de dollars l'an passé dans le cadre social, je dis tout simplement qu'il a son propre entendement de social, hein, qui n'est pas le même que le nôtre, hein, qui consiste à préserver la dignité humaine. Aujourd'hui, on voit on remarque, on observe qu'il y a l'extrême pauvreté, l'extrême misère de la population. Il n'y a pas de soins, l'accès aux soins médicaux sont très difficiles, la scolarité très difficile, l'accès à l'alimentation c'est très difficile, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Moi, je ne vois pas comment... il a peut-être ses critères, hein. Moi je n'en disconviens pas, mais ce sont des critères qui ne correspondent pas avec les critères internationaux. Par exemple, dans le préambule de Charte des Nations Unies concernant les critères de l'éducation, de l'accès aux soins médicaux, de la sécurité alimentaire. Voilà, ça ce sont des fondamentaux d'un État. Mais avec Matata Mpogno, je ne vois pas tout cela. C'est une sorte de mirage, c'est une fiction. Voilà, donc il faut un peu avoir les pieds sur terre, parce que Matata Mpogno a toujours excellé en matière de chiffres. Et je ne vois pas, parce que je le vois dans une situation qu'il puise beaucoup plus dans l'économétrie. Bon, l'économétrie, c'est quoi l'économétrie? C'est qu'on applique les méthodes mathématiques et aussi des techniques statistiques dans l'économie. Mais il faut se poser la question de savoir si les méthodes statistiques qu'on applique, d'où viennent ces chiffres, parce que l'administration n'existe pas. Et où est-ce qu'il prélève tous ces chiffres-là? C'est là le point d'interrogation. Donc, lorsque vous parlez de 5 chantiers, en passant par la révolution de la modernité, aujourd'hui, quand il parle de l'émergence 2030, il y a seulement quelque chose qu'il faut dire, c'est que c'est un échec. C'est un échec sur tous les plans. Sur le plan social d'abord. Si vous, à long terme, vous dites que c'est l'échec, donc ça c'est... D'aucuns diront que c'est les prototypes des hommes politiques congolais qui voient à court terme et qu'ils commencent à projeter à long terme. Vous avez soulevé un problème très important quand vous avez posé la première question des taux de croissance. Les taux de croissance, il y a 2 déterminants dans les taux de croissance. Il y a l'accroissement des moyens internes
et aussi l'accroissement des moyens externes. C'est-à-dire qu'il faut constituer une épargne publique interne et une épargne publique externe. Matata Mpoyo, il faut savoir que le taux de croissance que Matata Mpoyo parle aujourd'hui, ça vient depuis 2001, lorsque le Congo avait repris sa coopération avec les institutions de Bretton Woods. Il s'agit bien d'un surplus qui vient de l'épargne extérieure, c'est-à-dire qui vient de ces institutions-là. Alors, sur le plan interne, on n'a pas de classe moyenne. Il n'y a pas de travail pour les gens. Comment constituer? Il peut nous dire aujourd'hui l'accumulation, les dividendes de cette taux de croissance? Il n'y a pas. C'est un mirage. L'épargne interne qui provient de la classe moyenne, qui provient des gens qui travaillent, qui épargnent, ça pose un sérieux problème sur ces plans-là. C'est un sérieux problème. Donc, il ne faut pas nous parler de taux de croissance lorsqu'on ne voit pas les dividendes de l'accumulation de ces taux de croissance. Et il faut aussi voir une autre chose. Lorsqu'il y a des sociétés qui viennent au Congo investir, notamment dans les domaines miniers, lorsqu'ils exportent, dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle les taux de rapatriement de recettes d'exportation. Il y a certains pays qui exigent même la totalité des produits d'exportation. D'autres pays exigent 80 à 90%. Pour ce qui est du Congo, d'après des informations, il y a plus ou moins 50%. Et il faut avoir la chance que ces 50% retournent au Congo. Ce qui n'est pas le cas. Les 50% vont ailleurs. Et vous savez là où ça va. Vous savez là où vont ces recettes, ce produit d'exportation, qui vont dans des îles Vierges, dans des îles des Caïmans, dans Panama. Et voilà. Donc il y a une criminalité économique qui s'est faite dans ces pays qu'il faut absolument stopper. Et vous avez dit qu'il y a la révolution de la modernité, que Matata Mpoyo a fait des routes. Vous devez savoir une chose. Lorsqu'on parle de la révolution de la modernité, lorsqu'on parle de la modernité, vous pouvez circuler partout dans le monde. Il n'y a aucune modernité sans électrification. Il faut aller dans nos villages, voir nos compatriotes qui vivent dans des villages, qui n'ont pas d'électricité, qui ne voient pas de lumière, à part la lune qui les éclaire. Au niveau de la ville, il y a la dualité entre, à cause de délestage, il y a maintenant la dualité entre les riches, donc entre guillemets, ceux qui ont des groupes électrogènes pour avoir de l'électricité, et ceux qui sont de démunis, qui n'ont rien, à cause de délestage, ils utilisent les bougies, des lampes à tempête, à pétrole. Et c'est ça la modernité. En ce qui concerne les routes qui ont été faites par les Chinois il y a 2-3 ans, allez aujourd'hui à Kinshasa. Ce sont des routes qui sont devenues délabrées. Ce sont des nids de poules. Quand il pleut, ça devient un lac. Mais la maintenance, c'est nous ou c'est eux? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à Matata Mpoyo. Parce que lorsqu'on fait des ouvrages qu'on appelle des infrastructures comme ça, il faut penser à l'amortissement. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'amortissement ne peut pas venir en 2 ans. C'est-à-dire les travaux réalisés étaient de mauvaise qualité.
Il y a un point que j'aimerais bien, où les téléspectateurs nous regardent, aimeraient bien vous parler très bien, c'est bien beau, mais l'histoire de l'Afrique, comme j'aime le dire, ou l'histoire du Congo, ou de l'Afrique encore, c'est beaucoup plus les multinationales, c'est beaucoup plus les Occidentaux, c'est eux qui décident et fixent les prix des matières premières, ils peuvent les faire monter et les faire descendre. Ne croyez-vous pas que le malheur de l'Afrique, hein, ce n'est pas les matantes à pognon. On peut enlever matantes à pognon, mettre Dieudonné Bovessé, ça sera toujours la même chose. Le malheur de l'Afrique, on pourrait dire, c'est l'Occident. Je n'aime pas cette expression-là, de dire tout le temps que le malheur de l'Afrique vient toujours de l'Occident. Vous savez, le Congo, moi je prends l'exemple du Congo, ne vivra jamais en autarcie. On est dans un monde global, un monde globalisé. C'est de la mondialisation. Et lorsqu'on parle de la mondialisation, il faut s'y préparer. Et les Congolais, jusqu'à aujourd'hui, ne se préparent pas pour inclure son marché sur le plan international. Mais nous pouvons le faire pour rentrer dans la compétition internationale. Si nous ne le faisons pas, ces gens-là viendront toujours chez nous. Ils rentreront même par effraction. Par la magie de la cartographie des richesses, ils savent là où se trouve le minerai, là où se trouvent les richesses. Ils peuvent fomenter de rébellions et venir puiser eux-mêmes. Mais c'est à nous de prendre nos dispositions. Le Congo dispose plus ou moins 70 millions de consommateurs. C'est un marché énorme aussi. Et toute l'Afrique, on est au moins 1 milliard. Si le Congo s'élève aujourd'hui, toute l'Afrique va s'élever. Et nous avons les moyens de le faire. Ce ne sont pas des potentialités qui nous manquent. Ce qui nous manque, c'est une vision claire de développement. Et celui qui vient, qui est à la tête de ces pays, n'est pas venu pour faire développer le Congo. C'est un prédateur comme tous les autres. Il faut arrêter tout le temps de se victimiser. Le développement, c'est le travail. C'est accroître la productivité du travail. Et rentrer dans les marchés internationaux, cela suppose que nous puissions accroître nos exportations. Dès lors que les exportations seront en balance positive, nous aurons l'épargne publique de réserves énormes. La Chine aujourd'hui, quand on parle de la Chine aujourd'hui est devenue une puissance économique à cause de son épargne publique, parce qu'il a des réserves. C'est pour revenir sur toujours la notion de taux de croissance. Lorsque vous avez une épargne publique énorme, vous avez des réserves, cela vous donne ces capacités d'investir. Il faut investir parce qu'un investissement crée de revenus. Et ces revenus-là, c'est l'acteur principal de l'économie d'un pays. Ce qui crée l'élévation aussi des niveaux de vie et voilà, du bien-être de la population. Évitons de tomber dans les pièges des gens qui font de l'apologie d'un nationalisme primaire. Je vais vous redonner la parole, mais au niveau de l'ACP, c'est autre chose. Chaque année, au niveau de l'ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, où les ambassadeurs pleurent, les gens discutent. Il y a des diplomates qui discutent pour les prix. L'Afrique souffre parce que tout est fixé à l'Occident.
on leur impose même. On se pose même la question à qui appartient l'Afrique ou le Congo. Le Congo, ce n'est pas une propriété privée. Depuis c'était à l'époque de l'a donné aux Belges. Aujourd'hui, on ne sait pas à qui. C'est eux qui décident sur le prix. Mais je vais vous laisser rebondir. Une dernière question que j'aimerais bien vous poser. Ils étaient à Genval ici. Ils étaient à Genval, conclave, on pourra dire politique, mais le soubassement, donc, je vois à côté, c'est toujours, ils négocient. Vous prenez les pouvoirs, vous nous donnez la Chekamil, vous nous donnez la Miba, vous nous donnez, mais quand ils sont autour des tables de négociations, on n'écoute pas l'aspect économique. Et c'est un peu comme à la table ronde en 1960, ils se sont précipités sur le côté politique, mais les côtés économiques les a rattrapés. Ils étaient à Genval. Je pourrais vous poser la question, Dieudonné Bouvet, bien que vous êtes anti-Genval, vous êtes homme politique. Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue économique par rapport au Congo? Est-ce qu'ils ont cédé quoi du point de vue économique? C'est nouveau. Vous savez, l'aspect le plus important pour un homme politique, c'est de rassurer. Que ce soit sur le plan interne que sur le plan international. Lorsqu'on a en face de vous des gens aussi forts comme les Occidentaux sur le plan commercial, parce que la guerre, sur le plan commercial, il faut savoir négocier. Savoir négocier suppose quoi? Suppose de faire l'équilibre, les dosages entre les besoins internes et les appétits extérieurs, les appétits économiques, commerciaux extérieurs. Ce qui revient à dire quoi? C'est que tout cela dépend du leadership. Lorsque vous avez un leadership du groupe, un leadership visionnaire, dynamique, vous pouvez négocier tout cela en mettant le peuple congolais au centre de vos préoccupations. Vous savez, même si aujourd'hui on dit que ce sont des prédateurs ou les Occidentaux sont des méchants, comme j'entends certaines personnes le dire, mais les Occidentaux ne nous privaient pas de moyens de créer une école. Les Occidentaux ne nous privent pas de moyens de créer des hôpitaux. Les Occidentaux ne nous privent pas de moyens d'asseoir une sécurité sociale dans nos pays. Cela dépend de nous. C'est pour ça que je dis qu'il faut éviter à chaque fois de se victimiser. Cela ne nous avance pas. Et je reviens encore une fois, parce que le Congo, vous savez, nous avons autant de gaspillage sous le mode de gestion, notre mode de gestion. Prenons les cas, par exemple, de l'immeuble qu'on appelle l'immeuble intelligent, l'hôtel du gouvernement. Initialement, cet immeuble, dans les cahiers de charges, initialement, c'était prévu pour 19 millions de dollars. À la fin des travaux, on est arrivé à un montant de 45 millions de dollars. Admettons qu'on puisse adjoindre un supplément de l'ordre de 15%. On arriverait à un montant de 22 millions ou 23 millions de dollars. Mais pourquoi on est arrivé à 45 millions de dollars?
Parce qu'il y a la surfacturation. Et ça, c'est toujours les Occidentaux. Ah non. C'est notre problème à nous, de la gestion. Et cet immeuble qu'on dit intelligent, il a de l'intelligence que de nom. Parce que, moi je dirais plutôt c'est un immeuble idiot. Parce que cet immeuble n'a même pas réfléchi à créer, à construire un emplacement de véhicules. Et ce qui est grave encore dans cet immeuble, c'est que pour terminer les travaux, Matata Mponyo a puisé dans les réserves de l'OFIDA. Ça, on n'en parle pas. C'est un détournement des moyens parce que cela n'a pas été prévu dans le budget annuel du gouvernement. Il y a un autre aspect, autre exemple de la mauvaise gestion qui ne sont pas dans les chefs des Occidentaux. C'est nous-mêmes, par exemple. Prenez le cas de l'hôpital cinquantenaire. Un hôpital dont l'ossature existait déjà depuis longtemps, à l'époque de Mobutu. Quand on passait, on voyait, il y avait un bâtiment. Et les travaux ont coûté plus de 100 millions de dollars. Et malheureusement aussi, cet hôpital n'est pas donné à tout le monde. La petite bourse n'a pas accès à cet hôpital. Et bientôt, ne vous étonnez pas que cet hôpital se transforme en hôtel à 5 étoiles parce qu'il n'y a personne qui va là-bas. Il y a d'autres gaspillages, il y en a beaucoup. Par exemple, le barrage hydroélectrique des Zongo 2, dont le montant de sa construction relève de l'ordre de 365 millions de dollars. Et les gens ne se posent même pas de questions pourquoi les travaux se sont arrêtés, pourquoi on n'en parle plus et pourquoi on a radié cet ouvrage de 5 chantiers. C'est toujours ce problème de surfacturation, de gens on octroie des marchés aux gens qui ne connaissent pas le métier. Et malheureusement, il y avait un commissionnaire de l'État qui avait acheté des ciments qui manquent d'adhérence en contact avec l'eau de la rivière. Et on ne pouvait plus continuer l'ouvrage, ça s'est arrêté. Ou bien on démolit tout, on recommence, et ça coûte énormément cher, ou bien on laisse, et le gouvernement est muet en la matière. Un autre exemple de fibre optique. Le gouvernement s'était porté garant pour le prêt de 12 millions de dollars auprès de la banque BIAC. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a toujours pas remboursé cet argent. Jusqu'à aujourd'hui, on a même fait l'inauguration des fibres optiques, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça, ce sont toujours des Occidentaux. Et Kinké ne s'explique pas, parce que c'est lui qui avait initié cela. Ça, c'est toujours les Occidentaux. Quand le gouvernement achète des avions d'occasion à 25 millions de dollars, un avion, une surfacturation inacceptable. C'est toujours les Occidentaux. Et cet avion qui a plus de 10 ans, et ce qui est paradoxal, c'est quoi? C'est qu'en même temps, le gouvernement interdit des véhicules d'occasion en provenance de l'Europe de plus de 10 ans. En même temps, il accepte des avions de plus de 10 ans. Comme s'il y avait une différence entre mourir dans l'espace aérien et mourir sur le sol. Ah non, ça ce sont nos problèmes. Et voilà dernièrement comme malheur, un avion qui a été acheté à Papouasie en plus, en mettant le nom de notre sœur Anouarit, une femme pieuse,
une sœur pieuse, une sœur qui avait gardé toute sa pureté. On prend un avion qui a roulé plus de 15 ans, on met en son nom. Malheureusement, elle n'a pas accepté cela, l'avion n'a pas décollé. L'avion n'a pas décollé. Quelque chose qui est usé, vous mettez ça au nom d'une personne qui avait gardé sa pureté. C'est inacceptable. Dieu ne peut pas accepter cela. C'est inacceptable. Dieu ne peut pas accepter cela. C'était votre mot de la fin. Mais on pourrait quand même vous laisser 2 minutes. Si vous avez un message pour clôturer, juste 2 minutes. Vous savez, nous, au sein de l'UNIC, qui est mon parti, nous avons un programme gouvernemental de 140 milliards de dollars pendant 5 ans, de l'ordre de 28 milliards par an. Et ce programme est conçu, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui avec des ouvrages plic-ploc, nous avons une politique cohérente de développement de ces pays avec des axes susceptibles de créer des effets d'entraînement dans tous les secteurs de la vie nationale. Je demande aux Congolais que l'espace politique de demain, quand on aura fini avec Kabila, nous devons faire attention aux gens que nous allons choisir. J'aimerais bien être un inconnu qu'un homme connu par des bêtises. Il faut choisir des gens qui ont non seulement les capacités intellectuelles, mais ces capacités doivent être doublées d'un patriotisme. Et le patriotisme doit être l'élément moteur pour le choix que nous allons opérer demain. Les gens doivent se rendre compte que 56 ans après l'indépendance de notre pays, on est toujours sur le point mort. Non seulement sur le point mort, mais on a détruit tout ce qu'on nous avait légué. Il est de notre devoir de dénoncer cela pour que demain nous puissions léguer à notre postérité. Ce n'est pas pour nous, mais c'est à notre postérité que nous devons penser pour que demain ils puissent trouver un espace libre, démocratique où ils peuvent s'épanouir. Et il n'y a pas de fatalisme dans la vie d'une nation. Nous devons nous battre. Une nation se construit toujours par sa douleur, par des douleurs qu'elle rencontre au fur du temps. Et demain, nous allons nous en sortir. Et je suis convaincu que notre bataille, la guerre est finie et nous allons gagner. Et nous avons déjà gagné cette guerre-là contre l'occupant. Merci beaucoup, M. Dieudonné Bovesse. Demain, le Congo va s'en sortir. Nous allons gagner cette bataille. Tous les Congolais, on vous a écouté, on vous croit. Demain, nous allons nous en sortir. On va se revoir très très prochainement avec M. Dieudonné Bovesse. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus économie, mais on le tient à l'œil. C'était le micro du Pasteur Bobo avec le vice-président du parti unique. À très bientôt. Merci.